En France, plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent gravement du froid l'hiver et souvent du chaud l'été. Ils ont un toit, mais ils sont mal logés. Une précarité que l'on ne voit pas. Derrière ces portes fermées, ces façades anonymes, les appartements, les maisons sont de vraies passoires énergétiques où il fait presque aussi froid que dehors et où la vie devient souvent insupportable. J'ai honte de vivre comme ça. J'ai honte de faire vivre ça à mes enfants, disent-ils. Plus inquiétant encore, c'est aussi la santé de ces habitants qui est touchée. Allergies chez les enfants, maladies à répétition aussi pour les plus grands et impossibilité pour les plus âgés de vieillir sereinement. Beaucoup se sentent dans l'impasse face à des coûts de travaux qui peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, des solutions existent, des financements disponibles grâce à l'État, aux collectivités, aux ONG, aux fondations, qui permettent, même aux plus modestes, de réaliser les travaux nécessaires pour vivre enfin dans un logement décent, confortable et meilleur pour l'environnement. Mais souvent, ces aides ne suffisent pas. Il manque ce 10%, ce reste à charge, impossible à trouver pour ceux qui n'ont pas accès au crédit. Ensemble, nous pouvons aider des dizaines de milliers de personnes à faire que cet hiver soit le dernier qui les exclut d'une vie digne. Faites un don. Rendez-vous sur stopexclusionénergétique.org. Ce début d'après-midi, je pensais d'abord commencer par un autre film qui allait nous mettre en joie. Et puis voilà, la réalité est celle-là. Donc on va commencer par ça. Et puis cet autre film, on le verra peut-être plus tard. Merci d'abord à nos intervenantes et intervenants. Merci à Hélène Denise, donc responsable du plaidoyer de la communication à la Fondation Abbé Pierre, de nous rejoindre. Merci à Gilles Béraud, délégué général de Stop à l'exclusion énergétique. Et merci à Franck Billot du réseau Ecohabitat. On peut leur dire merci parce que leur semaine a été très chargée et franchement, c'est très sympa d'avoir répondu présent pour cet après-midi parce que je sais toute l'énergie que vous avez déployée dans la semaine si particulière, vous nous en reparlerez. Alors, on va parler de cette problématique de la précarité énergétique. À la Fondation Abbé Pierre, il y a bien longtemps que vous êtes sur le sujet, mais bon, pour nombre de personnes peut-être présentes dans la salle, mais des personnes qui vont ensuite nous suivre sur ce débat, comment définit-on clairement la précarité énergétique et la grande précarité, Hélène? Alors, merci à tous, merci pour l'invitation. La précarité énergétique, vous m'entendez bien ? C'est un sujet qui a été défini dans la loi il y a un petit peu plus de 10 ans, donc c'est un sujet qui est présent dans nos politiques publiques de façon assez récente finalement. Pendant longtemps, à la Fondation Abbé Pierre, on a un peu prêché dans le désert en disant qu'on avait identifié le problème alors que c'était pas forcément encore l'objet de politique publique à l'époque. Ça concerne, donc c'est la définition, toutes les personnes qui ont des difficultés à disposer de leur fourniture d'énergie à cause de leurs conditions de ressources, de les conditions du bâti ou de leur accès à l'énergie. En clair, en fait, c'est le cocktail un peu explosif de 3 indicateurs. Le manque de ressources, des petits revenus, des prix de l'énergie élevés, et puis des mauvaises conditions d'habitat, souvent des passoires thermiques, en fait, un logement qui est énergivore, qui est très difficile à chauffer, à refroidir. Et donc en France, je vais peut-être dire les chiffres, on estime qu'il y a 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Ça, c'est un chiffre qui date de 2013, de la dernière enquête nationale logement qu'il y a à peu près tous les 10 ans. Et on n'a pas de données aujourd'hui qui peuvent nous dire
concrètement, combien de personnes sont touchées par la précarité énergétique aujourd'hui? Alors évidemment, on pense que c'est beaucoup plus que 12 millions, puisque depuis de nombreuses années, on a vu les indicateurs être au rouge, et encore plus récemment, évidemment, avec la crise énergétique et l'augmentation des prix de l'énergie. Il y a évidemment une précarisation de la société. En un an, par exemple, le nombre de personnes qui fréquentent l'aide alimentaire a augmenté de 12%. Et évidemment, la précarité énergétique, c'est une facette de la pauvreté. Donc, quand on est en précarité énergétique, qu'on a des difficultés à payer ses factures, souvent on a aussi du mal à payer la cantine, à faire ses courses, à payer son transport, à payer son loyer. Et donc, quand on voit une augmentation des prix des besoins essentiels, on sait aussi qu'il va y avoir des situations d'impayés. Il y a eu plus de 17% d'impayés de factures l'année dernière. De plus en plus de personnes estiment qu'elles ont froid chez elles, et puis de beaucoup plus aussi de coupures d'électricité. Très bien. Alors, la Fondation Abbé Pierre, voilà, tout le monde la connaît. Le réseau Ecohabitat, je suis moins sûr que tout le monde puisse le situer. Et moi, quand j'entends réseau Ecohabitat, je pense habitat écolo. Un peu. Donc voilà, Franck, peux-tu nous présenter le réseau Ecohabitat et puis son rôle et son engagement au regard de la précarité? Bonjour, merci d'abord de l'invitation. Réseau Ecohabitat, donc, est une jeune association, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle n'est pas forcément très connue, puisqu'elle date de 2014, donc elle a à peine 8 ans. J'aime bien dire réseau Ecohabitat, on n'est pas forcément le réseau, mais un réseau, parce que en fait on s'appuie sur 3 types d'acteurs pour pouvoir en fait opérer. Donc c'est d'abord un réseau de bénévoles, de tiers de confiance, comme j'aime bien dire, qui n'y connaissent rien dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et dans le technique, des tiers de confiance, des bénévoles comme à la Fondation Abbé Pierre, au Secours catholique ou à d'autres associations qui identifient des ménages. Un réseau en fait pour le coup de financeurs, donc qui soient publics ou privés, donc pour financer les travaux, et un réseau d'entreprises artisanales pour pouvoir faire des travaux. Alors, dans éco, on peut entendre bien sûr économique et écologique, et on j'aime bien dire que c'est pas parce que les gens n'ont pas beaucoup de moyens qu'il faut faire des travaux pas chers et avec des matériaux, on va dire moins 10 ans. Donc même par définition, j'aime bien dire qu'on fait des travaux en fait plutôt plus chers, plus onéreux, mais avec des matériaux biosourcés, écologiques, parce que y a pas de mal à se faire du bien pour des gens en difficulté, mais en même temps pour la planète. Donc économique et écologique, et bien sûr Habitat parce que on œuvre auprès de propriétaires occupants très très modestes, comme Hélène l'a dit tout à l'heure, et dans des logements très très dégradés. Quand on dit très dégradés, on peut en fait même entendre des logements qui sont insalubres. En fait, c'est des logements que vous avez vus en fait dans la vidéo introductive. Merci Franck. Alors nous, Gilles, ça fait quelques années que l'on se connaît, et je voulais rappeler que l'on se connaît grâce, j'en ai parlé ce matin, mais un homme qui nous a quittés, qui était un de tes grands amis, qui était Bruno Legevin. Et je tiens à le rappeler parce que sur ce problème de la précarité énergétique, Bruno, dès les années 2007-2008, s'en est préoccupé. Quand il était à la Creux, il a aussi été sur le sujet, et il a été l'un des initiateurs du chèque énergie. Donc je crois que au sein d'Agir pour le climat, c'est aussi, j'allais dire maintenant dans notre ADN, grâce à Bruno, que l'on est tout ça. En fait, j'allais dire, tu es le maître d'œuvre depuis quelques années de cette coalition d'organisations pour lutter contre la précarité énergétique, et je me souviens que 2019, tu souhaitais que ce soit l'année de la grande cause nationale de la précarité énergétique. Peux-tu nous dire comment tout ça s'est mis en œuvre et aujourd'hui où vous en êtes? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Effectivement, tu étais là à la création de ce collectif. Donc nous, on est un collectif multi-acteurs. On regroupe à la fois des acteurs de la solidarité, comme ATD Quart-Monde, Secours catholique. Évidemment, on travaille avec la Fondation Abbé Pierre, mais aussi des entreprises, des collectivités, des agences, des opérateurs de terrain comme Réseau Ecohabitat, mais aussi Solia, Dorémy, les compagnons bâtisseurs. Nous, notre objet, il est très simple. C'est comment on change d'échelle.
comment, parce que le bon exemple d'un travail intelligent fait pour accompagner une famille, Franck en fait quelques-uns tous les ans, la question c'est comment on va généraliser, comment on va être à la hauteur des chiffres dont parlait tout à l'heure Hélène, et effectivement ils sont totalement sous-estimés. Il y a une étude qui date de cette semaine qui dit que plus de 30% des Français considèrent vivre dans une passoire thermique. Et effectivement, l'augmentation du coût de l'énergie rend évident la problématique. Donc nous, la question, c'est comment on va outiller les acteurs de terrain pour qu'ils puissent mieux travailler plus vite dans des meilleures conditions. Donc on a défini un scénario de changement d'échelle et même un scénario d'éradication de la grande précarité énergétique que nous on appelle l'exclusion énergétique. Donc l'idée, c'est comment on va mettre en œuvre les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, c'est de la compétence. On a créé un métier qu'on appelle ensemblier solidaire qu'on va, je pense, pouvoir déployer très massivement. On a formé les 10 premiers très récemment, la formation est même pas tout à fait terminée. On a créé un fonds, notamment dont Emmanuel Béard est la marraine, parce que quand vous vivez avec moins de 10 euros par jour et par personne, que vous avez 90% de financement pour faire les travaux, ce qui est formidable. Il faut arrêter de taper sur tout le monde parce que on n'a jamais autant fait, même si c'est pas assez, aussi bien les collectivités, l'État, les fondations, mais il reste toujours les 10%. Eh bien, il faut les accompagner. Aujourd'hui, c'est un fonds qui doit regrouper, enfin cette année, on va être à peu près à 1 200 000, donc ça fait 150 à 200 familles qui vont être accompagnées. Et on va développer très concrètement sur le terrain des alliances locales, parce que tout ça ne marche que si on est capable de travailler en coopération. Et donc, on va créer sur une idée d'ATD Quart-Monde, des territoires zéro exclusion énergétique. Au lieu de travailler de façon diffuse, on va prendre des quartiers où il y a effectivement une grosse concentration de passoires thermiques habitées par des gens en difficulté, et on va travailler rue par rue, et en essayant de trouver des effets d'échelle, parce que ça coûte cher la rénovation, je pense qu'on va y revenir, et qu'on a besoin de mutualiser, de collaborer, de coopérer. Voilà, donc on est une plateforme au service de tous les acteurs, on est ouvert, on se développe très très vite. On avait nos trophées cette semaine, effectivement on était très occupés, et j'en profite pour féliciter le Grand Paris Est que j'ai vu arriver en fond de salle. Inventeur d'une forme de parcours de rénovation qui s'appelle PrEP. Et effectivement, parce que je vais citer cet exemple parce qu'il est fondamental, quand on a besoin d'artisans, on manque d'argent, on manque de plein de choses, mais si on n'a pas les artisans pour exécuter les travaux, il y a un problème. Les artisans ont besoin d'un label RGE. Un de nos membres, donc, qui a été primé, qui est Grand Paris Est, a décidé de créer un parcours d'accompagnement et tenir par la main les artisans pour qu'ils aient l'agrément RGE, parce que si l'artisan n'a pas l'agrément RGE, vous pouvez pas bénéficier des aides publiques de l'ANA, et donc on reboucle. Voilà. Donc accompagner ce genre de problématique, c'est travailler effectivement sur un parcours global, et on l'a analysé, on l'a développé, on va publier bientôt une nouvelle approche, et ensuite on prend point par point et on gratte et on voit où il y a besoin de problèmes. Donc, comment on règle les problèmes, et on les règle un par un. Voilà. Alors, avant qu'on repasse la parole à Hélène et à Franck, tu pourrais nous dire ce qu'est un ensemblier solidaire, parce que ça me cause pas trop. Un ensemblier solidaire, c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que quand vous avez besoin, comment ça se passe, un parcours de rénovation? D'abord, comme le disait Franck, il faut créer de la confiance. Quand vous êtes les gens, les images que vous avez vues tout à l'heure avec Emmanuel Béard, c'est une vraie famille, c'est des vraies familles, c'est des gens qui sont en difficulté. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez honte, donc vous voulez pas qu'on rentre chez vous. Parfois même, vous n'avez pas peur de faire des dossiers administratifs parce que vous n'êtes pas forcément dans la loi. Des femmes seules ont peur qu'on leur enlève leur môme. Des grands-parents ne peuvent pas accueillir leurs petits-enfants parce qu'il y a trop d'humidité. Il y a vraiment un climat de honte, de difficulté. Donc, rentrer, c'est difficile. Donc, il faut travailler avec ces gens-là. Et ensuite, l'ensemblier solidaire, il va rencontrer la famille, installer un climat, il va être à l'écoute, parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes souvent d'handicap. Les gens, ils ont le droit d'avoir des modes de vie différents des autres. Donc, c'est pas des projets qu'on colle, mais on fait un vrai projet avec eux. Ensuite, à partir du projet, il faut faire un devis, il faut faire les demandes de subventions. Après, il faut trouver les artisans, il faut les coordonner, les accompagner, parce que la seule rénovation correcte, elle est globale, elle est performante, parce qu'on ne revient pas 14 fois faire des travaux chez les gens. Et ensuite, il faut les aider, les accompagner. Parfois, si on installe des nouveaux systèmes de chauffage, il faut leur apprendre à s'en servir. Il faut éviter l'effet rebond pour éviter que ce soit à 25 degrés, parce que on va retrouver la précarité énergétique rapidement. Puis des fois, c'est trouver aussi des accords, parce que on a eu le financement pour aller jusqu'au placo avec des bandes. Ceux qui ont fait des travaux, ça de quoi je parle. Mais après, il faut enduire, il faut faire de la peinture, il faut accrocher les rideaux. Et là aussi, on monte des projets, souvent en mécénat de compétences avec des entreprises.
une entreprise comme Saint-Gobain ou une autre comme Leroy Merlin propose à leurs salariés de faire 1 ou 2 jours par an en mécénat de compétences pour aller aider des gens. Voilà, donc c'est vraiment tout ce métier-là, c'est des chefs d'orchestre parce que travailler avec des gens en précarité, ça demande une formation sociale, mais de tous les acteurs. Donc la personne en sanglier solidaire, mais aussi le bénévole qui pas forcément compétent, mais aussi l'artisan. Voilà. Donc c'est toute une chaîne de compétences qu'il faut qu'on fasse progresser. Et les gens qui sur le terrain apportent ça sont les ensembliers solidaires. Merci Gilles. Hélène, quand on est, aujourd'hui, c'est, faut le répéter, indigne d'avoir froid chez soi, dans son logement. Mais est-ce que les gens qui sont en précarité ne souffrent que du froid? Non, effectivement. Quand on parle de quelqu'un qui est en précarité énergétique, c'est 2 indicateurs. C'est à la fois le fait d'avoir des petites ressources et avoir froid chez soi, et c'est d'avoir des petits revenus et de ne pas pouvoir payer ses factures d'énergie. Mais effectivement, ils n'ont pas forcément que froid. Bon, alors le froid, évidemment, va vous amener à avoir des conséquences sur votre santé, à la fois santé physique, à la fois santé mentale, puisque quand vous avez froid, vous êtes aussi plus enclin à avoir des pathologies hivernales, à développer des maladies cardiovasculaires, de l'asthme, des allergies chez les enfants. Un enfant en précarité énergétique, c'est 7 fois plus de chances d'avoir de l'asthme ou des allergies, par exemple. Mais c'est aussi souffrir de dépression quand on vit dans une passoire thermique qui est à 12 degrés. Si on vous invite le dimanche pour manger chez votre ami, vous dites non parce que vous savez que vous pourrez pas rendre l'invitation. Et donc il y a aussi tout un processus d'exclusion sociale comme ça qui se forme autour de la précarité énergétique. Mais la précarité énergétique, c'est pas seulement l'hiver. On voit de plus en plus aussi l'été avec le changement, le dérèglement climatique. On l'a vu cet été, quasiment 2 mois de canicule. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors soit on est très très mal dans son logement parce qu'une passoire thermique dans laquelle il fait froid, il fait aussi trop chaud l'été. Alors, on va être mal, évidemment. Il y a même une surmortalité pendant l'été, on l'a vu. On a eu un été très, très mortel cette année, malheureusement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une maladaptation. Parce que votre logement est mal isolé et est trop chaud, vous allez vous acheter une climatisation. Si vous avez peu de moyens, vous allez vous acheter la climatisation premier prix, qui va vous coûter très, très cher. Et donc, en plus de vous retrouver seulement en difficulté l'hiver pour votre chauffage, vous allez en plus avoir un gain de coûts sur vos factures l'été. Donc, on voit bien qu'en fait, ça concerne énormément d'aspects comme ça autour du froid. Et sur le plan de la santé, on mesure en termes de coûts ce que par individu ça peut engendrer? Alors c'est assez impressionnant, effectivement. Il y a quelques années, on avait estimé ce que ça coûtait pour le système de soins. Et c'était à peu près 800 millions d'euros par an qui seraient imputés aux passoires thermiques. C'est à peu près 30% de la surmortalité hivernale qui est due à l'inefficacité thermique de nos logements. C'est à peu près 10 000 morts par an. Et puis je crois que le chiffre, c'est que c'est à peu près 1 600 euros par famille en précarité énergétique, je crois. 7 500, pardon. Je savais que tu connaissais le chiffre. Franck. Donc on voit bien que c'est un problème de santé publique, c'est un problème économique qu'il faut absolument évidemment. Donc c'est 7 500 euros, Franck. En gros, c'est 6 500 euros qu'on pourrait utiliser pour. En fait, c'est 7 500 euros. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est France Stratégie. Donc c'est pas le premier boucher du coin de quartier. Donc c'est France Stratégie qui, dans une étude sur l'évaluation des politiques publiques en mars 2022 et qui a travaillé du coup sur un chapitre sur la précarité énergétique qui dit en gros une famille en précarité énergétique et dans un logement en fait une passoire F ou G, c'est en moyenne 7 500 euros. Donc ça va jusqu'à 19 000 euros en moyenne de coûts de santé pour un ménage qui est dans une passoire énergétique. Donc c'est en fait c'est énorme. Donc, quand on fait en moyenne chez Réseau Ecohabitat des accompagnements et des travaux qui sont autour de 70 000 euros, 70 000 euros de travaux, on peut comprendre que très rapidement, alors ça peut paraître important, 70 000 euros de travaux, mais ça veut dire qu'en 10 ans, la sécurité sociale a fait des économies, quoi. Donc voilà, sur 10 ans, la sécurité sociale peut a un vrai impact. Alors, tu nous dis 70 000 euros. En moyenne. Donc là, c'est pour un logement. Donc, est-ce que vous êtes devant des dilemmes
en disant 70 000 euros, est-ce que la somme on le divise par 2 ou par 3 pour aider 2 ou 3 familles et on fait du geste par geste, ou est-ce que vous vous dites il faut être performant et malheureusement on n'a pas les moyens d'aller sur 2 ou 3, mais on en fait un bien? Alors j'allais dire un peu les deux, mon général, parce qu'en fait, Hélène le disait, hein, la précarité énergétique c'est complexe parce que les gens cumulent des problématiques de précarité financière, mais en général ils cumulent aussi des problématiques de santé. Quand des gens arrivent à 10 ans ou plus, ces personnes peuvent aussi cumuler des problèmes en fait d'adaptation dans le logement. Et donc en fait, tant qu'à faire des travaux efficaces et qui peuvent permettre à des gens de vivre le plus longtemps dans leur logement, en fait, on va accompagner des programmes de travaux qui prennent en compte, bien sûr, la question énergétique, parce que d'abord c'est là où il y a le plus de dispositifs d'aide aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison de se priver. Mais on va prendre en compte les questions d'adaptation du logement au vieillissement des personnes, si elles sont retraitées ou pas, parce qu'il y a des situations d'handicap parfois chez l'un des membres de la famille ou les enfants. Et on va prendre en question, l'adaptation du logement et les problèmes de santé. Alors, c'est vrai que du coup, ça demande des sommes importantes, et c'est peut-être la raison pour laquelle en fait on fait un peu du sur-mesure et de la dentelle. Alors c'est bien de faire de la dentelle, mais en même temps on voit bien que par rapport au nombre de personnes en situation de grande précarité, il faudrait plutôt faire du prêt-à-porter, donc aller beaucoup plus vite. La complexité, c'est que aujourd'hui, moi j'aime bien dire, l'argent c'est pas le problème, il y en a. Alors ça doit pas disculper le ministre des Finances de se dire j'ai fait ce qu'il fallait la semaine dernière, mais globalement des dispositifs d'aide financière, il y en a. Le problème c'est que ça va pas toujours, et rarement même, on va dire, chez les ménages qui en ont le plus besoin. J'aime bien donner 2 chiffres, enfin 3. L'année dernière, c'est 644 000 dossiers MaPrimeRénov'. Tout le monde a entendu parler de MaPrimeRénov'. Vous avez été harcelé en fait au téléphone pour bénéficier de dispositifs. 644 000 dossiers MaPrimeRénov' pour aller chercher des aides à l'ANA. Environ 2,6 milliards. Donc voilà, on chiffre déjà en milliards, 2,6 milliards. Si on regarde le nombre de propriétaires occupants, alors voilà, je réduis peut-être un petit peu la cible, propriétaires occupants dans des logements très dégradés, c'est-à-dire en fait insalubres, comme on a vu en fait dans la vidéo. Je répète, nombre de propriétaires occupants en habitat insalubre qui ont arrivé à accéder en fait à l'ANA, c'est 1594, à comparer aux 644 000 dossiers MaPrimeRénov'. Donc on voit bien que aujourd'hui il y a une complexité financière est telle, ou des dispositifs qui sont plus accessibles à des gens qui ont un petit peu plus les moyens, et je dis pas qu'ils sont fortunés, mais les gens qui sont les plus précaires, qui sont aussi en précarité, on pourrait dire numérique, informatique, n'ont juste pas accès en fait aux dispositifs d'aide. D'ailleurs, la défenseure des droits la semaine dernière a épinglé le gouvernement justement en disant les dispositifs d'aide financière ne sont pas accessibles parce que c'est complètement dématérialisé, parce que c'est complètement illisible, parce qu'il faut décaisser de l'argent. En général, l'aide arrive bien en retard. On voit des ménages qui font des prêts pour pouvoir payer les artisans alors qu'ils devraient recevoir l'aide et qui s'endettent évidemment. Et donc évidemment, c'est pas adapté. Alors, on parlait des artisans, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi cette problématique des dossiers, donc tu parlais des ensembliers solidaires, mais construire un dossier administratif pour les aides, etc., pour des gens qui ont, j'allais dire, eu le cursus qui valait bien, c'est déjà compliqué. Alors pour ces gens-là, ça doit être infernal. Effectivement, déjà, on peut ramener la précarité énergétique à un autre chiffre. Il y a 13 millions de précaires numériques en France et 12 millions de précaires énergétiques. On peut supposer que ce sont à peu près les mêmes. Donc effectivement, il y a une vraie problématique. En plus, peut-être une partie des gens dans la salle qui sont un peu habitués, qui sont dans des niveaux de vie qui sont pas dans les plus précaires, monter un dossier ANA, objectivement, c'est pas très compliqué. C'est un peu de temps, mais faire des travaux chez soi, déjà, c'est pas simple. Hein. Aucun d'entre nous va se coucher ce soir en disant tiens, je ferais bien des travaux chez moi, ça va être cool. Non, on sait déjà dans quoi on rentre. Donc déjà, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Mais en plus, quand vous êtes en grande difficulté, vous êtes incapable
Bon, on va prendre les choses autrement. Imaginez quelqu'un qui vit dans un logement de 70 mètres carrés. Bien isolé, probablement vous dépensez en chauffage moins de 1000, enfin, bien isolé, bon chauffage, etc., moins de 1000 euros par an. Bon, le garçon au bout là-bas, il a une maison, il dépense 200 euros de chauffage par an. 100 euros par an. Mais elle est un peu exceptionnelle et il est parti du neuf, ce qui n'a rien à voir. Maintenant, vous imaginez une maison 70-80 mètres carrés, bien isolée, on va être en dessous de 1000 euros. Si vous êtes visé dans une passoire thermique et que vous voulez être dans une température acceptable, je dis pas une température confortable, mais plutôt 16-17 degrés, vous allez être à 3500 euros. Vous avez 50 000 euros de travaux, l'ANA en prend une partie, différentes aides de collectivités locales, et là on peut se dire assez intuitivement, il reste 20-25 000, j'amortis 2 000 euros par an, je fais un crédit, au bout de 10 ans j'ai gagné. Et peut-être même si je joue bien, et encore le taux du crédit augmente, on peut avoir tout de suite un gain en pouvoir d'achat, et surtout en améliorant, parce que c'est une maison qui va être beaucoup plus confortable. Quand la maison n'a pas de problème d'humidité, elle peut être beaucoup moins chauffée. Enfin, vous voyez, c'est des chaînes aussi comme ça qui se mettent en place. Quand vous vivez avec 10 euros par jour et par personne, vous vous chauffez. D'abord, vous ne chauffez pas forcément. Des fois, c'est juste un espèce de grille-pain au milieu d'une pièce. Moi, je vis à la campagne, dans le sud-est. Moi, je vois des familles en ce moment qui se regroupent dans une ou deux pièces l'hiver. Moi, j'avais des grands-parents en Bretagne qui vivaient comme ça, tout le monde dans la même pièce l'hiver autour de la cheminée. Donc, on retrouve ce genre de fonctionnement. Donc, en gros, quand vous êtes en grande difficulté, c'est pas sur le mécanisme d'économie financière qu'on va pouvoir financer les travaux. En tout cas, la différence entre les aides d'État. Donc, il faut monter des dossiers. Et effectivement, indépendamment de l'État, la région aide, le département aide, l'intercommunalité, la ville, les groupes de protection sociale, des fondations. Et la fondation, évidemment, Abbé Pierre a un rôle important, le Secours catholique aussi, et plein d'autres. Nous, un autre petit niveau. Mais à l'arrivée, on n'arrive jamais à 100%. Mais déjà, pour financer les 90%, on arrive à 8, 9, 10, 12 dossiers. Ce sont pas les mêmes. Moi, je fantasme pas sur le fait qu'on arrive à monter un jour un guichet unique. Je voudrais juste qu'on arrive à bien outiller les gens pour être capable de monter les dossiers, essayer de standardiser un peu les dossiers. Il y a beaucoup à faire. Mais on voit bien que c'est hyper compliqué. Et puis si en plus vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, c'est encore plus difficile. Puis il faut aussi imaginer que des gens, déclaration d'impôt, on n'a pas forcément fait. Les papiers, déjà trouver une carte d'identité, c'est pas toujours le cas. Et là, il y a vraiment besoin d'un accompagnement, mais hyper fort, hyper présent. Enfin, on est aussi face à cette déshumanisation du numérique, quoi. Alors, on est là en amont, puis après on passe aux travaux. Et je vais déroger à ce que j'avais prévu. Je vais demander à Florence de nous rejoindre. Comme ça, il va y avoir la parité ici, pour une fois. Voilà. Non, mais je vous laisse, moi, après, entre vous. Non, parce que Florence Presson, tu l'as évoqué tout à l'heure, Gilles. Donc, elle travaille au Grand Paris, Grand Est. Et elle est aussi adjointe à au maire de Sceaux sur les problèmes de transition. Et donc, et très présente à l'AMF sur les questions de précarité énergétique. Tout à fait. Oui. Donc voilà, je libère la place parce que il y a eu donc Gilles, tu peux présenter ce que sont les trophées de Stop à l'exclusion énergétique et le dossier déposé par le Grand Paris Grand Est a été retenu comme l'un des trophées et donc je serais heureux que tu puisses le présenter. Alors, les trophées, j'ai pas grand-chose à dire. L'idée, c'est de valoriser ce qui marche et qui peut être dupliqué. Donc, on va partout en France, on va chercher des solutions dans tous les domaines et on les valorise à travers des prix régionaux et des prix nationaux. Et ensuite, et c'est là où on commence parce que c'était cette semaine, on va essayer de faire connaître le plus possible ces trophées pour que d'autres s'en inspirent. Bien, bonjour, j'avais pas forcément prévu, mais merci beaucoup en tout cas. Oui, je suis adjointe au maire sur la ville de Sceaux et je représente l'association des maires de France sur tout ce qui est Conseil national de la transition énergétique. Alors c'est pas par hasard, c'est parce qu'effectivement la précarité énergétique est un sujet qui me touche particulièrement et que pour faire avancer les choses en France, je pense que la volonté politique est fondamentale. Donc effectivement, on a été initialement deux maires et moi qui suis adjointe, le maire de Montfermeil et le maire de Sceaux,
Donc Montfermeil, commune la plus pauvre du 93, Sceaux parmi les communes les plus riches du 92, moi un petit peu au milieu. Et l'objectif, c'est effectivement de monter un parcours qui puisse accompagner le maximum le citoyen pour l'aider à pouvoir engager des travaux de rénovation globale, seule solution possible. On a donc fait notre bout de chemin là-dessus et on s'est retrouvé un peu bloqué. Bloqué pourquoi? Parce qu'on constitue des équipes d'artisans qui peuvent faire les travaux de rénovation globale, ils débarquent tous au même endroit, ils cherchent la performance de la maison et non pas le devis le plus important. Sauf que, pour bénéficier des aides, il faut être RGE. Grand Paris Grand Est, 1500 artisans, moins de 130 qui sont RGE. Donc, toute la volonté politique peut être au rendez-vous. Je ne vois pas comment on peut constituer des équipes d'artisans avec 132 artisans RGE. Donc on s'est dit, bon, on va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Donc on a été voir la Chambre des métiers de l'artisanat, on a été voir la CAPEB, on a été voir la FFB, on leur a dit, bon, bah, écoutez, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on arrive à faire du repérage d'artisans, leur proposer de s'embarquer dans notre parcours et de mettre en œuvre tous les moyens qui leur permettent de leur faciliter l'accès au RGE. Parce que du coup, en se mettant sur le sujet, alors pour les citoyens, chercher des aides financières, c'est compliqué, mais pour un artisan, devenir RGE, là aussi, c'est un sacré parcours du combattant. Et donc, il nous a fallu à peu près 1 an pour tisser de la confiance. Parce que quelque part, pour les organisations professionnelles, qu'est-ce qu'on venait faire, nous, élus, qui comprenons rien au bâtiment et tout, pour essayer de dire on va rassembler des équipes. Donc ça a été 1 an de travaux, de confiance, de discussion. Aujourd'hui, on a une solution qui est plutôt assez performante, puisque on va nous solliciter avec la CMA les artisans. On va leur expliquer le parcours, quel est l'intérêt pour eux. Globalement, on est direct, on va pas forcément parler gaz à effet de serre et tout. On va parler finance, chiffre d'affaires pour eux, emploi, etc. Et ensuite, quand on leur présente et qu'ils sont en phase pour pouvoir avancer plus loin, eh bien, on leur présente les organisations professionnelles et ils vont à ce moment-là les préqualifier. Par exemple, une entreprise qui aime bien travailler mais qui paye pas ses charges, qui n'a pas forcément son personnel bien déclaré et tout, bien évidemment, on n'est pas en mesure de travailler et de poursuivre avec eux. Donc la CAPEB doit faire une préqualification de l'activité de l'artisan et puis ensuite ils vont cheminer ensemble, voir quelles sont les formations nécessaires, comment monter les dossiers administratifs avec toutes les pièces jointes qui sont nécessaires. Et actuellement le bilan depuis janvier 2022 où on s'est un peu retenu, on a juste voulu expérimenter, on est sur 32 artisans. Il y en a 1 qui a été labellisé, il y en a 8 qui sont en passe de l'être, qui sont sur le bon parcours. Il y en a 12 qui sont en chemin, mais pas encore complètement. Il y en a 6 qui ont abandonné. Ça nous va, parce que voilà, c'était pas possible. Et puis je sais pas, ils doivent rester au milieu, je sais plus dans quel état ils sont, parce que j'ai pas mes notes. Mais là, je pense qu'on est sur le bon chemin et notre objectif, c'est effectivement de le déployer plus. C'est dans ce cadre-là qu'on a déposé notre candidature au trophée, parce que ce qu'on voulait donner comme message, c'est possible. Les organisations professionnelles, elles sont prêtes aussi à comprendre qu'on n'est pas là pour faire de la concurrence, on va pas faire leur job, mais qu'ensemble, on peut réellement aller plus loin. Et donc ça, c'était jeudi, et donc vendredi, donc c'était hier, hein, je crois bien. J'ai rencontré la métropole du Grand Paris et le président de la métropole a donné pour mission que finalement ce qu'on a monté sur le territoire Grand Paris Grand Est, ça puisse être monté sur l'ensemble de la métropole. Donc une négociation avec la Chambre des métiers et les organismes professionnels pour passer à l'action en plus grand nombre. Oui, en fait, c'était un des critères des trophées, c'est que ce soit reproductible. Absolument. Donc, bravo, et puis il faut qu'on arrive à le déployer sur l'ensemble des territoires. Ce matin, nous disions dans l'Assemblée générale que cette bataille,
de l'énergie et de la précarité énergétique, on va les gagner par les territoires. Et juste une remarque par rapport à, parce que ce matin j'étais justement sur les quartiers, j'étais à Gagny sur les quartiers politiques de la ville et la précarité énergétique. Et un des points, c'est que les enfants qui sont en réussite éducative, c'est-à-dire dans les processus qui les aident à remonter à un niveau parce qu'ils sont en grosse difficulté scolaire, en tout cas sur le Grand Paris Grand Est, ce sont des enfants qui vivent principalement en maison, donc dans les maisons précaires, mal chauffés, et ce sont eux qui ont les plus de difficultés scolaires. Pavillon, ouais, exactement. Alors, on avait non, tu restes là. On avait ce temps de présentation par nos amis, mais maintenant, ce qui est important, c'est l'échange avec vous. Donc, qui souhaite prendre le micro et intervenir auprès de nos amis? La différence de Grand Paris et de Grand Paris Est. C'est différent. Quelle différence il y a de Grand Paris et Grand Paris? Oui. En réalité, toutes les communes sont regroupées maintenant depuis la loi NOTRe en 2015, je crois. Ces eaux-là doivent être regroupées en territoires de 400 000 habitants. D'accord? Donc l'État a défini que on prend telle commune plus telle commune plus telle, jusqu'à obtenir 400 000 habitants. Et par groupe de 400 000, ce sont des territoires. Et comme on constitue, parce que c'est sur la petite couronne, on constitue la métropole du Grand Paris, est constituée de 12 territoires, chacun de 400 000 habitants, plus Paris. Donc vous avez par exemple Est Ensemble, Plaine Commune, Vallée Sud Grand Paris, et les communes qui sont Clichy, Montfermeil, Gagny, Villemont, Coubron, etc. Il y en a 14. Sont regroupés dans un territoire Grand Paris Grand Est. Je me demande pourquoi à Paris on autorise de mettre des façades noires, puisque les noirs réfléchissent la chaleur, apparemment. Alors là, je me trouve avec une situation, quelqu'un qui a acheté une boutique dans notre immeuble, qui a mis une façade assez conséquente, et c'est quelqu'un quand même qui connaît ça parce qu'il est membre des Grands Paris et de l'UNIF. Et là, sans demander la permission à les copropriétaires, on nous a installé une façade noire avec des rideaux noirs. Ça, je crois qu'il faudrait commencer pour pas autoriser ça, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est vrai que dans tout ce qui est lié à l'habitat, il y a des réglementations qui aujourd'hui sont surtout développées sur la hauteur, etc. Très honnêtement, il y a encore une mauvaise connaissance d'un certain nombre de sujets. On ne peut pas raisonner que noir ou blanc, parce que selon les matériaux, l'absorption, le granulé, le machin, on n'a pas forcément... il y a vraiment des études qui sont faites, mais c'est pas forcément encore connu. On peut avoir une surface blanche qui est ultra... c'est pas mon meilleur domaine de compétence, mais en tout cas, c'est pas aussi simple que cela. Et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de formation des élus, mais aussi des services techniques, parce qu'il y a encore beaucoup de découvertes qui sont faites sur ces sujets. Et une surface noire qui est toute granuleuse avec des creux, des bosses, des machins, serait moins absorbeur de chaleur qu'une surface dans un autre matériau. Mais bon. Ouais. Alors, on va revenir sur le sujet de la précarité. Moi, j'ai deux choses. D'abord, aujourd'hui, on a un amortisseur qui est le bouclier tarifaire. Donc, je ne sais pas si l'une ou l'un d'entre vous voit un peu ce qui malheureusement pourrait se profiler en 2023. Et puis, on a évoqué beaucoup les propriétaires, mais quid des locataires? Je veux bien commencer. Effectivement, on a été relativement bien protégés quand même par rapport à nos amis européens cette année en termes de tarifs, des prix de
de l'énergie. On a eu en moyenne 30% d'augmentation des prix, ça aurait pu être quasiment 100%, parce que l'État a décidé de caper, en fait, de limiter l'augmentation des prix d'énergie. Alors ça lui coûte quasiment coûté 44 milliards d'euros. Et donc ça nous a coûté à nous aussi. Quand on voit les montants nécessaires pour la rénovation, on se pose question, évidemment, mais on sait que c'était quand même nécessaire. Et ce bouclier tarifaire, il va s'éteindre progressivement, évidemment, parce que c'est très cher et qu'en fait, on ne paye pas du tout les vrais prix de l'énergie, ce qu'on devrait payer. Ça va être 15% d'augmentation sur le gaz et l'électricité en janvier et en février. Alors, vous allez me dire 15% d'augmentation quand on est à 2000, 3000, 4000 euros, c'est embêtant, mais c'est absorbable. Quand on est à 800 euros de reste à vivre, quand on est à 10 euros par jour, 15% d'augmentation, c'est énorme. Et c'est ce genre d'indicateur-là qui nous montre que cette augmentation des coûts de l'énergie va faire basculer beaucoup de monde dans la précarité. On a vu pendant le Covid toutes ces populations qui étaient sur le fil, qui se débrouillaient, et il suffisait d'un petit caillou dans la chaussure et on a vu beaucoup de monde tomber dans la précarité. Donc effectivement, on a très peur pour l'année qui vient. Et je vais compléter ma réponse sur les locataires. Effectivement, énormément forcément de personnes en précarité énergétique vivent dans des locations. Ils n'ont pas, eux, le pouvoir de pouvoir rénover. C'est pourtant eux qui payent les factures d'énergie et pas leurs bailleurs. Souvent, ces locations sont dans des copropriétés. On sait que c'est très difficile en copropriété de faire des travaux pour plein de raisons. Parce que si vous avez déjà été dans une AG de copropriété, vous savez que rien que pour déplacer les poubelles, ça peut prendre 2 ans. Et donc, pour décider des travaux qui vont potentiellement vous coûter 10 000, 20 000, 30 000 euros par copropriétaire, quand on sait qu'il y a des bailleurs qui sont pas forcément intéressés, quand on sait qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas du tout les moyens, ou d'autres qui sont pas forcément intéressés, ça met énormément de temps et on voit que les aides sont très peu mobilisées sur les copropriétés, que les copropriétaires sont finalement très peu aidés et c'est un frein. Il y a quand même des évolutions législatives du coup pour essayer de renverser la tendance. À partir de janvier 2023, progressivement, les passoires thermiques ne pourront plus être mises en location, elles seront considérées comme indécentes. Ça veut dire que le locataire pourra demander au propriétaire de faire des travaux. Mais il faut que ce soit le locataire qui lui-même soit au courant, dise « je réclame des travaux ». Voilà, c'est un processus, ça veut dire aussi parfois aller dans la justice, une médiation, donc on sait que c'est difficile. 30% des bailleurs disent « eh ben tant pis, moi je vais pas rénover et je vais le mettre sur Airbnb ». Parce que pour l'instant, les résidences secondaires et les locations meublées ne seront pas concernées par ces interdictions de location. Et il y a à peu près 2 millions de passoires énergétiques qui sont des Airbnb ou des résidences secondaires. Donc ça peut vraiment augmenter. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour les empêcher de faire ça et de les mettre devant leurs obligations, c'est-à-dire rénover leur logement. Il y a aussi, voilà, évidemment le levier financier. Il faut réussir à les loyers des passoires sont gelés normalement à partir de août dernier. Si vous êtes dans une passoire, ils peuvent plus augmenter votre loyer. Mais bon, faut le savoir, personne ne va les contrôler. Et donc il y a vraiment un travail à faire sur les bailleurs qui ont eux la possibilité de faire. Alors, on parle toujours des pauvres petits bailleurs qui n'ont pas les moyens de rénover le logement, etc. Il y a des aides déjà maintenant qui existent pour que les bailleurs rénovent leur investissement locatif quand même, donc c'est quand même pas mal. Et puis en plus, on sait que je crois que 3/4 des propriétaires sont des multipropriétaires, et donc la plupart des locataires de passoires n'ont pas de soucis financiers et devraient être mis face à leurs obligations. Ce qui est intéressant dans la question, c'est aussi les vrais choix à faire, quoi. Effectivement, on est consterné sur le coût du blocage du montant de l'énergie, sur le coût nécessaire d'augmentation des chèques énergie, dont tu parlais tout à l'heure, qui avait été inventé notamment par Bruno Legevin. Et effectivement, tout ça, c'est du court terme, quoi. On est obligé de le faire, quoi. Mais à un moment, il faut aussi que ce soit pas au détriment du long terme, parce que la seule solution, et on le voit bien par rapport à l'été, c'est d'isoler. Alors, y compris les systèmes de chauffage, la plupart des travaux en France, c'est juste on change le système de chauffage, mais même le système de chauffage, c'est du court terme. Quand on isole, c'est pour 20 ans. Et effectivement, avec des questions d'été, heureusement, EDF, d'ailleurs c'est Plume Énergie qui a été le premier à faire ça, ont décidé de pas couper et de laisser au moins 1 kilowatt. Et 1 kilowatt, c'est une ampoule et un frigo. Mais déjà, un frigo, ça sauve des vies l'été. Donc, il y a vraiment, on est face à une vraie situation, et je pense que l'État lui-même est confronté à une vraie difficulté en disant,
Est-ce que j'arbitre sur du court terme ou sur du long terme, quoi? Et effectivement, on a pris du retard parce qu'en France, on croyait que l'énergie coûtait rien, enfin surtout l'électricité, et donc on se dit c'est pas très grave, on isolera plus tard. Sauf que maintenant, on est face à ça, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Maintenant, je crois qu'on a tous compris la nécessité parce que le coût de l'énergie nous rattrape. Pour vous situer, il y a une étude, je crois que c'est l'ADEME qui avait fait ça, peut-être que François s'en rappelle parce que ça a déjà quelques années, qui disait qu'en gros 10% d'augmentation de coût de l'énergie, je parle pas en production, hein, je parle en vente chez les gens, c'est 430 000 précaires énergétiques en plus. Mais là, c'est 15% minimum. On est loin de la réalité des augmentations à la production, quoi. Donc on est effectivement très inquiet. Moi, j'aurais deux questions. J'avais compris qu'il y avait 4,8 millions logements en France qui étaient en classe F et G et 12 millions de précaires. Alors la différence, c'est quoi? Puis ma deuxième question, c'est je milite pour qu'on puisse donner un revenu universel de sobriété. Je suis un des animateurs du mécanisme de compte carbone qui permettrait de réduire de 6% chaque année l'empreinte énergétique de la France, enfin, climatique de la France, et que les personnes les plus modestes puissent bénéficier de cette allocation de points carbone, qu'elles puissent remettre en vente, puisqu'elles seront modestes et qu'elles n'auront pas les moyens d'en payer plus. Donc c'est un revenu universel de sobriété. Et donc ça pourrait résoudre cette question-là. Et sur le chiffre et sur... Alors, sur le chiffre, d'abord, alors pardon parce qu'on n'est peut-être pas toujours assez clair, il ne faut pas confondre les logements et les habitants. Donc un logement héberge plusieurs personnes. Non mais toi mais c'est vrai qu'on a nous-mêmes, faut qu'on fasse attention à ça. C'est en moyenne 3 personnes, notamment parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de femmes. Enfin, tous les critères comme ça jouent aussi. Et ensuite, il faut comprendre qu'il y a la réalité de la passoire thermique et la question du ressenti. Donc on peut avoir l'impression de froid, se sentir en précarité énergétique et effectivement avec l'incapacité de monter le chauffage, que ce soit pour des raisons écologiques ou des réalités financières, alors que objectivement le logement ne l'est pas. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué, hein. La sensation de froid et la réalité, c'est des sujets qui moi j'ai l'habitude de vivre peut-être comme beaucoup d'entre vous engagés dans des démarches écologistes, on met plutôt des pulls et on dit qu'on n'a pas besoin d'attendre des injonctions pour être à 18 degrés. Certaines personnes sont frigorifiées à 23 degrés. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'âge aussi. Bonjour, Nathan Burlon, trésorier d'Agir pour Climat. Ma question porte sur les effets donc de l'obligation de rénovation sur le parc locatif. En lien avec la précarité, on risque d'avoir une raréfaction du logement locatif car de nombreux propriétaires voudront trouver d'autres solutions de revenus pour ces logements afin d'éviter la rénovation. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait éviter cet effet rebond qui risque de créer d'autant plus de précarité car cela élèvera le prix du loyer pour les locataires, et on sait souvent que les locataires sont les ménages les plus modestes. Et donc au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour répondre à cet effet rebond? Déjà, considérer que même quand on met en location pour Airbnb, etc., comme je disais, qu'il y a une performance thermique minimale, comme ça on évite que tout parte, la même, pour que tout ne parte pas en résidence secondaire, etc. Il y a aussi évidemment le levier, taper au porte-monnaie des bailleurs, puisque qu'est-ce qui va se passer? Soit ils les mettent en Airbnb, s'ils peuvent pas finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et peut-être qu'ils vont le laisser vacant pour un investissement locatif pour plus tard. Alors là, il y a une question de fiscalité sur la vacance des logements, effectivement, sur lequel on peut essayer d'actionner. Et après, il y a sur les loyers. À la Fondation Abbé Pierre, à chaque fois qu'il y a une régulation du marché, de toute façon, quand on dit on va encadrer les loyers, tout le monde crie ah là là. Il va plus y avoir de logement, tout va passer chez les marchands de sommeil, plus personne pourra se loger. Non. Quand il y a régulation, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu d'inquiétude, mais les choses se régulent. Et alors, s'ils mettent en vente, tant mieux, ça baissera les prix de l'immobilier. Donc voilà, il faut continuer. Une remarque par rapport à ça, ce que disait Hélène tout à l'heure, je cherche le chiffre, là, je sais qu'il y a 3% d'organisations ou des personnes en France qui possèdent une part mais extrêmement importante du parc, mais c'est absolument considérable. Donc,
La question, nous, ce qu'on défend, c'est si on veut y arriver, il faut accompagner les gens. Même un propriétaire qui va louer, c'est compliqué de monter les dossiers, de trouver les artisans, etc. Donc cette profession que nous on appelle ensemblier solidaire, mais très bientôt vous allez entendre parler de mon accompagnateur Rénov', l'État a enfin reconnu que c'était un métier et a enfin reconnu qu'il fallait financer des gens qui travaillent. Donc va y avoir, on n'a pas les montants, ça prend un peu de retard, mais je crois que ça va bientôt sortir. Je sais pas si Franck, toi tu as des informations meilleures que les miennes, mais en gros, quelqu'un qui veut faire appel à un spécialiste qui va l'aider à monter le dossier, ça va être de l'ordre de 1000 à 1500 euros. Nous, les gens en très grande précarité, le prix de revient actuellement de l'accompagnement, c'est 7500 euros. C'est vrai que ça vous rappelle quelque chose, c'est le chiffre qu'on a sorti tout à l'heure du coût sanitaire par an. Bon, en un an, déjà, cette partie-là pourrait être amortie quand on fait les travaux. Nous, on pense qu'on va baisser un peu et on devrait avoir une prime d'État qui va s'appeler Mon accompagnateur Rénov' renforcé. On nous a sorti un chiffre des gouvernements de 4005 à 6000 euros il y a 24 heures. On a une réunion avec eux hier matin. Et là, déjà, ça va faire. Mais sauf que nous, ce qu'on pousse, mais on est parfois pas assez nombreux, c'est qu'il faut former. C'est des vrais métiers. Pour l'instant, ce n'est pas un métier. Ça n'existe pas. Donc, il faut accompagner les gens, quoi. Évidemment, il y a des gens qui exagèrent, qui font n'importe quoi. Mais il y a aussi plein de gens, ils savent pas comment faire, quoi. C'est vraiment, encore une fois, c'est compliqué, quoi. Et vous imaginez votre propre logement, vos enfants, ils ont froid. Bon, évidemment, l'effort, la planète, tout le monde n'est pas passionné, croit pas forcément au climat, à l'importance, etc. Mais quand vous avez froid chez vous, quand vous êtes malade, quand vos gamins sont malades, enfin, le chiffre des 7 fois plus d'enfants asthmatiques, allergiques, etc., c'est quand même pas n'importe quoi, quoi. Mais ça, il faut rentrer dans des logiques de compétences parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Oui, donc moi, donc là, ça va être plus simple. Je vais faire un petit aparté sur ce qu'a dit messieurs, dames jusqu'à présent. Pour ce qui est de la rénovation énergétique et de la précarité énergétique, donc ajouter à cela, ça passe, bon, bien sûr que les écrans aujourd'hui, bon, on peut pas vivre sans téléphone et sans les nouvelles technologies aujourd'hui, notamment pour effectuer les démarches administratives. Maintenant, j'aurais quelque chose à préciser, c'est que effectivement, l'usage de ces technologies a un impact direct sur la consommation d'énergie des bâtiments, sur les factures à payer, et les économies peuvent être énormes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut éventuellement remédier à cela, c'est-à-dire dans l'éducation, dans le rôle de l'éducation, notamment sur l'usage des téléphones portables aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'avoir son téléphone branché en mangeant, par exemple, ou sous la douche, et de laisser les écrans allumés en veille en permanence. Juste ces choses-là, c'est l'équivalent, pour vous donner un ordre d'idée en termes de consommation, de la puissance nucléaire de Civaux, qui était en 2018 de l'ordre de 493 milliards de térawattheures d'électricité produite par an, soit la deuxième puissance nucléaire française, juste pour alimenter ces appareils-là. Et aujourd'hui, je trouve que très peu de parents sensibilisent les enfants aux économies d'énergie et à l'école. Et c'est vrai que ça joue un rôle très important. Et aujourd'hui, par exemple, ces écrans qui restent allumés, où on en a pour 50 € par mois ou même plus selon les cas de famille, ces 50 € là, par exemple, rapportés sur une année, ça fait du 600 €. Et 600 € sur des factures d'électricité quand on gagne moins d'un SMIC par mois, quand on a deux enfants à charge, ça peut complètement changer la donne. Et aujourd'hui, il est important de faire cette sensibilisation là aussi. Donc moi, je suis actuellement militante volontaire du climat. Je vais être dans quelques temps, quand j'aurai fini mes diplômes, prospectrice et consultante en environnement sur le terrain. Et aujourd'hui, trop peu de gens savent vraiment ce que c'est que le strict nécessaire pour vivre en fin de compte, hein, et dépendent beaucoup trop de ces technologies-là. Donc bien sûr, aujourd'hui, elles ont leur rôle. Maintenant, utilisons-les à bon escient et nous verrons tous que ça peut éventuellement changer la donne sur les factures d'énergie.
et justement, je pense aux plus précaires d'entre nous qui aujourd'hui n'ont pas de logement, qui vivent à la rue ou qui vivent dans des logements très indécents comme Madame de la Fondation Abbé Hélène vous évoquiez tout à l'heure entre autres, eh bien ça peut avoir un réel impact sur ces factures et ce montant économisé peut être récupéré pour le coup pour chauffer davantage les logements et contribuer davantage à la rénovation des logements. Et donc voilà la précision que je voulais apporter. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de sensibiliser les enfants à l'école sur les économies d'énergie et de continuer à sensibiliser d'ailleurs le public, le large public, sur les économies d'énergie et sur les gestes que l'on peut apporter tous et toutes pour réduire nos factures et en conséquence avoir plus de budget pour faire des travaux et se chauffer. Et ça, vous verrez, ça a un réel impact sur l'économie et aussi d'un point de vue développement durable, sur le comportement des gens, aussi bien économique que social. Et si on veut aujourd'hui que les jeunes réussissent et qu'il y ait une meilleure performance énergétique, voilà, pensez aux économies d'énergie. Vous avez raison. C'est vrai. Merci. C'est important de dire qu'effectivement il y a plein de gestes, mais aujourd'hui 70% de la consommation d'énergie dans les bâtiments, c'est surtout dû au chauffage et au chauffe-eau. Donc c'est pour ça que la rénovation, en complément des éco-gestes, évidemment, c'est très important. À la fois, c'est une vraie mesure de justice climatique puisque rénover, c'est être indépendant par rapport à la consommation d'énergie fossile, c'est se protéger des futures taxes carbone, c'est se protéger des fluctuations des prix de l'énergie comme on voit aujourd'hui, c'est se protéger du dérèglement climatique comme on l'a vu l'été, l'hiver, etc. Et donc, effectivement, c'est très important des éco-gestes également. Effectivement, l'ADEME a sorti cette semaine, en tout cas j'en ai pas mal entendu cette semaine, un guide sur l'impact du numérique et des ratios, des comparaisons très claires entre un livre, lire un livre, être sur une liseuse, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est important d'aller chercher ce petit guide. Merci. Bonjour, Godefroy Troude, j'ai un blog environnemental. Je suis à 2 tonnes 1 d'empreinte carbone annuelle. J'ai une question par rapport au diagnostic de performance énergétique, parce que j'ai une expérience étrange et je voudrais savoir si elle est globale ou juste pour moi. Un diagnostic d'un logement que je loue a donné du 200 kWh par an au mètre carré. 6 mois après, un autre diagnostic m'a donné 700 et en gueulant auprès de l'expert, on est descendu à 400. Donc je me pose des questions par rapport à la fiabilité des mesures d'expertise. Voilà. Écoutez, ouais, franchement, il y a un outil qui est plus efficace que le DPE, c'est la mesure, quoi. Le DPE reste un modèle théorique sur papier, mais c'est pas pareil que de mesurer la question majeure, c'est l'étanchéité à la température. Et aujourd'hui, le DPE n'est pas parfait. Il y a une tentative d'amélioration l'année dernière qui m'a l'air d'être un progrès. C'est un peu tôt encore sur un plan, mais pas sur tout. Et effectivement, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a pas, c'est pas Peu Choisir ou je sais plus quel magazine de consommateurs a fait un numéro spécial. Et effectivement, on a un problème, c'est que c'est pas parfait, quoi. Et donc, il y a besoin d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, ça veut dire qu'il faut être capable de faire des vraies mesures, notamment, il y a un outil qui est absolument formidable, qui est l'analyse infrarouge des toits voilà. Après, il y a d'autres indicateurs, hein. Je sais plus, on discutait juste avant à midi. Si vous êtes à la campagne, vous voyez dans le village, moi c'était le cas dans le village où je vivais avant. Il y a un village, le propriétaire se plaignait tout le temps. Il y avait plein de pigeons. Il y avait plein de pigeons sur son toit, quoi. Il faisait des grandes déclarations environnementales, etc. Qui un jour, ça m'a un peu énervé. Je lui dis, bah écoute, arrête de te plaindre des pigeons, t'isoles, quoi. Voilà. Mais voilà, il y a aussi des indicateurs de ce type. Mais c'est vrai que le DPE, il faut quelque chose, comme on a aussi des diagnostics sur les insectes, etc. Mais on est loin de la perfection. Je pense que va vraiment falloir avancer par rapport à ça.
Je sais pas comment. Est-ce que toi, Franck, tu bosses à partir du DPE pour élaborer tes projets ou pas? Oui, enfin nos techniciens font des DPE. Problème du DPE, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un médecin qui va ausculter son patient. Donc l'avis médical, en fait, d'un même médecin peut parfois varier parce qu'il y a un peu de subjectivité. Un technicien qui irait faire des petits trous dans le mur ou dans le placo pour regarder l'épaisseur de l'isolant et qui va aller regarder si c'est du parpaing ou de la brique ou je ne sais quel autre matériau. En fait, donc voilà, tout dépend de la question de la confiance en effet qu'on peut avoir en fait dans son technicien pour aller de bout en bout dans le diagnostic. Alors un DPE peut se faire en quelques minutes, voilà, sur du déclaratif en fonction de ce que le propriétaire en fait dit consommer, dit connaître de l'épaisseur de son mur et de la constitution des parois. Et d'autres en fait peuvent mettre plusieurs heures, j'ai envie de dire, si si on veut avoir en fait quelque chose de beaucoup plus concret. C'est un peu le problème en fait dans la question de la rénovation énergétique, c'est que la question de la confiance, j'aime bien faire un peu de culture de temps en temps, se rappeler ce que ça veut dire confiance, hein, c'est avoir la foi ensemble ou se fier. Donc comme les fiançailles, on se promet quelque chose. Donc le problème de confiance, d'abord dans les dispositifs publics et des politiques publiques en fait qui oscillent parce que elles n'ont pas toutes confiance entre elles, entre l'État, la région, le département, la communauté de communes, la commune. La confiance dans son artisan qui est importante, la confiance de l'artisan dans les politiques publiques ou dans la réglementation qui peut lui être imposée avec le RGE et autre chose. Voilà, et vous imaginez bien que quand on est des personnes qui sont en grande précarité, avoir confiance dans les dispositifs publics et dans les politiques en général, avoir confiance dans l'artisan, avoir confiance dans le diagnosticien, c'est à mon avis la clé de voûte, cette question de la confiance, pour pouvoir aussi embarquer des gens dans des programmes de rénovation de travaux. Et donc c'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question de foi, de croyance sur la capacité à embarquer tout un tas de réseaux d'acteurs qui acceptent de pouvoir collaborer ensemble et apporter des solutions. Si je peux me permettre de compléter, il y a deux choses qui sont en train d'être mises en œuvre. La première, c'est la formation. Il y a une formation qualifiante de 2 jours qui est organisée actuellement, qu'ils voulaient mettre en place pour mi-2022, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas assez de formateurs et qu'à un moment donné, tant que les gens ne sont pas tous formés, si c'est l'obligation pour faire des DPE, on peut plus faire de DPE. Mais en tout cas, moi, j'ai regardé, j'ai vu le programme, la façon dont ça allait être fait. Je pense que c'est vraiment une amélioration qu'on risque d'avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des données publiques de DataGouv qui ont été mis en œuvre là maintenant, qui permet de rassembler dans une seule base de données au niveau national tous les DPE. Donc, ce qui veut dire que là, actuellement, si vous allez regarder, il n'y a pas grandes données, mais ça va, je pense, beaucoup se développer. Il y a une discussion qui est de savoir à quel moment il peut y avoir des mises à jour. Quelque chose qui a été oublié, moi ça m'étonne, c'est les agences immobilières, parce qu'on ne peut pas ni louer ni vendre sans faire un DPE. Donc on pourrait donner l'autorisation à ces agences d'avoir un accès et de pouvoir effectivement renseigner ces DPE. Je pense qu'avec les réglementations qui ont changé, ça risque d'être un ancien sujet. Je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie là. Effectivement, aujourd'hui, c'est un problème, même la méconnaissance un peu de notre DPE, puisque seulement 1/3 des logements ont un DPE. Ça veut dire que, par exemple, cette nouvelle interdiction de location pour les passoires thermiques, la plupart des locataires ne savent même pas s'ils sont dans une passoire thermique ou pas. Donc, tant qu'ils partent, à part s'ils partent, qu'ils vont dans un nouveau logement, etc., ils n'ont aucun moyen de le connaître et de pouvoir demander à leur propriétaire de faire des travaux. Et donc, on voit bien qu'on aura du mal à avancer quand même sur les questions de rénovation, notamment auprès des bailleurs du parc, de copropriété, tant qu'on n'aura pas mis beaucoup plus d'efforts sur notre connaissance du sujet. Et aujourd'hui, voilà, le DPE est obligatoire quand il y a vente et quand il y a mise en location. Mais ça peut être très très long, hein. En général, je crois qu'un logement, il est loué en moyenne 4 à 5 ans. Ça va prendre un peu de temps. Mais je crois que ça nous ramène, vous parliez de l'école tout à l'heure,
si on revient plus globalement à des questions climatiques, on voit bien l'importance de la décision individuelle. Et effectivement, il va falloir qu'on rentre réellement au-delà de la compréhension des grands enjeux, de l'histoire des COP, etc., à des choses plus concrètes, c'est-à-dire aussi peut-être à l'école et plus largement, à faire que chacun soit en capacité de comprendre et de se réapproprier son logement, qu'on soit locataire ou propriétaire. Ça pose, moi, ce que la discussion m'évoque vraiment des questions d'éducation civique, quoi. À partir du moment où on est dans une société qui maintenant est face à ces contraintes, même si nous on en parle depuis longtemps, etc. Là, je vois Serge Rue qui a passé une tête tout à l'heure, ça nous rappelle des souvenirs, mais non, la question maintenant c'est comment on systématise le fait que les gens soient capables de faire leur choix en termes de bâtiments comme en termes de mobilité, qui est encore probablement plus impactante en termes de carbone. Ouais, je t'organise la transition parce que je sais que tu vas y arriver dans pas longtemps. Alors, ce n'est pas vraiment une question. Donc, Soraya Baït, architecte. J'ai été ravie de participer, en fait, d'assister à votre présentation. J'ai loupé le début. Peut-être que vous en avez parlé. Juste pour vous dire que notre profession est mobilisée. Nous n'arrivons toujours pas à nous insérer dans cet écosystème. Et pourtant, nous nous retrouvons devant des situations parfois dramatiques, difficiles, compliquées. Nous essayons quand même de travailler avec les acteurs qui sont disponibles. Bien souvent, c'est des syndics. Parfois démunis aussi, et très souvent avec des habitants. Donc vraiment, je vous invite à nous solliciter parce que nous avons envie aussi de participer à éradiquer en fait ce que nous nommons aujourd'hui l'inhabitable. Nous assistons à des situations où nous ne savons pas quelles sont nos limites, et bien souvent en fait nous dépassons nos limites. En fait, nous allons traiter au-delà des parties communes qui nous sont proposées dans le cadre des travaux de copropriété, qui ne sont pas forcément qualifiés de dégradés, mais que nous considérons comme étant dégradés. Et très souvent, nous avons aussi ce regard global qui nous permet d'embarquer les travaux de rénovation énergétique dans le cadre de travaux de réparation globaux, je dirais, parce que parfois, quand on a une cage d'escalier qui risque de s'effondrer à n'importe quel moment, je pense que l'énergie vient un petit peu après, et pourquoi pas ne pas organiser de façon globale, en fait, tous ces travaux. Ça, c'est une première invitation. Vraiment, je vous invite à nous solliciter. On est prêt, on est formé, on est compétent et on souhaiterait vraiment participer à tout ce mouvement général. Une question. Je rencontre très souvent en fait des habitants, des copropriétaires, parfois des locataires qui souhaitent aussi participer aux travaux parce que, alors c'est pas un jugement, souvent c'est des personnes aussi qui ou n'ont pas de travail, ou sont en grande difficulté, ils disposent de temps. Et on sait que le temps, c'est sans doute peut-être la chose qu'il faut valoriser aussi aujourd'hui et qui permet aussi à des personnes de retrouver le chemin vers ou un emploi ou une confiance en soi. Que fait-on et que peut-on faire dans le cadre en fait des politiques publiques pour encourager l'ARA, donc l'autorénovation accompagnée par des architectes ou autres en fait accompagnateurs, et nous souhaitons vraiment aussi nous insérer dans ce type de travaux, de demandes qui sont de plus en plus proposées. Voilà, merci. Alors, il nous reste un peu de temps, mais non, réponse courte, question courte s'il vous plaît, parce qu'il y en a plusieurs. C'est toujours long à partir, mais une fois que c'est parti, tout le monde y va. Alors, question courte s'il vous plaît, réponse courte. Je disais sur les architectes, vous n'avez pas été oubliés puisque le nouveau rôle justement de mon accompagnateur Rénov, qui va devoir faire un accompagnement technique, social, etc., va être ouvert aux architectes. Donc ils pourront s'ancrer dans cette dynamique-là. Donc vous n'avez pas été oubliés. On sait bien qu'on a besoin de vous. Effectivement, si vous avez effectivement vraiment raison sur l'aspect global, Franck en parlait tout à l'heure. Quand on rénove souvent chez des ménages en grande précarité, il y a aussi des postes de mise en sécurité, etc. Souvent, avant d'isoler une toiture, il faut pouvoir la refaire ou il faut attaquer les fondations. Et c'est pour ça qu'on arrive sur des montants de travaux aussi élevés, parce qu'on s'arrête pas seulement au poste énergétique. Malheureusement, aujourd'hui, les politiques publiques sont relativement cloisonnées entre la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre les passoires thermiques, la rénovation énergétique. Et donc, effectivement, il y a des choses encore à faire à ce niveau-là. Et vous pouvez vous inscrire au niveau de la métropole du Grand Paris sur un site qui s'appelle PASS, Réno Habitat, tout simplement parce que tout architecte qui est identifié sur cette plateforme, il y aura quelqu'un qui vous appellera, etc., permet d'être référencé, et les ménages
de maisons peuvent bénéficier de 1 000 € d'aide s'ils font appel à vous pour faire un diagnostic architectural et énergétique. Et au niveau d'une copro, c'est 5 000 €. Et ensuite, avec une assistance sur toute la partie analyse qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Mais donc, il aurait pu y avoir ces aides-là sans conditionner à ce que ce soit un architecte. La métropole du Grand Paris a fait le choix que ce soit des architectes. Oui, bonjour. J'ai une question concernant le coût d'une rénovation individuelle d'un appartement dans une copropriété dont la copropriété a refusé comment dirais-je, un ravalement accompagné d'une VAE. Est-ce que ça revient pas beaucoup plus cher de devoir isoler un appartement individuel plutôt que de faire une rénovation du ravalement et que ça soit réparti entre tous les copropriétaires? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, alors en fait, ça dépend vraiment du logement. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'en général, les rénovations sont beaucoup moins performantes puisque ça nous oblige à isoler par l'intérieur, etc. Donc, c'est beaucoup plus difficile à arriver à un résultat probant. C'est pourquoi la rénovation par l'extérieur et la rénovation du bâtiment entier est beaucoup plus efficace. Par exemple, si vous êtes chauffé collectivement, vous n'allez pas pouvoir individuellement changer votre système de chauffage, etc. Donc le geste en fait individuel est très limité quand vous êtes en copropriété en général. Et effectivement, à terme, en fait, ça va être un investissement qui va pas avoir énormément d'impact ni sur votre facture ni sur vos émissions de gaz à effet de serre. Donc de toute façon, effectivement, faut le faire de façon plus collective. Bonjour. Bon, moi je suis désolé, je vais vous faire une question courte, mais la réponse ne le sera pas nécessairement. Il y a plusieurs points qui ont été évoqués. Vous avez parlé de la problématique des filières de formation, vous avez parlé de la problématique du coût à court terme comparé à l'investissement nécessaire pour éviter à la fois des dangers pour les populations et puis du coup des surcoûts par le biais du bouclier tarifaire. Vous avez parlé de gagner par les territoires, vous avez parlé de systèmes administratifs qui sont pas adaptés, en tout cas pas adapté aux populations qui en ont besoin. Tout ça semble dresser finalement un défaut de planification dans une certaine mesure. On a tendance à dire que la planification, c'est la fonction du gouvernement, ou en tout cas de l'État central. Est-ce que, comme on a plusieurs corps représentés en ce panel, je peux vous demander un commentaire sur votre vision du rôle planificateur d'un État face à cette problématique-là? Je sais pas si ma réponse va être courte et moi je pense que en fait on marche beaucoup en silo. Il y a un silo d'action sociale et de la santé donc qui gère les questions de précarité sociale et d'accès aux droits. Il y a un silo qui est autour de la transition écologique et énergétique donc et il y a un silo qui est plutôt technique autour du bâtiment. Donc et aujourd'hui, malheureusement, le silo bâtiment, transition écologique et sociale, en fait, il n'y a pas de transversalité. Donc, et à mon avis, c'est ce qui manque dans une planification. Donc, on tente de répondre en fait à vouloir une massification de la rénovation énergétique, mais qui prend, à mon avis, pas assez en compte la question du public et des situations de précarité. Donc et moi, ce que je crois, c'est que si on embarque d'abord les personnes les plus modestes, les plus précaires, on embarquera en fait l'ensemble de la population, y compris les classes moyennes qui seront tentées en fait de le faire. Je le dis parce que je vois en fait sur le terrain des bénévoles, donc des tiers de confiance qui ont accompagné des gens qui croyaient pas en fait pouvoir faire des travaux. Et après plusieurs situations d'accompagnement, je pense à Jacqueline notamment. Jacqueline, c'est une bénévole qui a accompagné au moins une dizaine de familles à faire des travaux. Et Jacqueline, seulement 8 ans après avoir accompagné des gens, seulement l'année dernière, elle a fait des travaux de rénovation énergétique chez elle, sans forcément avoir besoin de ma prime rénov. Je veux dire, elle n'a pas de problème financier. Et Jacqueline, je veux dire, c'est un peu peut-être le tout à chacun. Elle est passée en fait elle s'est dit oui, moi aussi en fait, je peux être une éco-citoyenne et avoir mon petit impact en fait probablement carbone sur cette planète. Ouais, je pense qu'elle ne regrettera pas non plus l'année prochaine parce qu'elle fera vraiment des économies d'énergie sur sa facture.
Mais si elle l'a fait, c'est parce que en fait, elle a vu d'abord que c'était possible et bénéfique pour des gens en grande précarité. Alors cette planification sociale, à mon avis, et écologique aujourd'hui, je pense en effet non qu'elle n'existe pas. Je crois qu'il faut différencier des fonctions. Il y a des choses qui sont du ressort de l'État. Par exemple, faire reconnaître le métier dont on parle, ça, il faut que ce soit partout en France. Apporter certains financements, garantir juridiquement les choses, parce qu'on a besoin aussi d'outils juridiques. Pardon, je vais être un tout petit peu technique. On a besoin de ce qu'on appelle des caisses d'avance. C'est-à-dire, c'est des endroits où on peut percevoir les subventions et on peut mettre en place un mécanisme qui permet de faire les acomptes aux artisans, d'autant que les prix augmentent. Oui. Donc, de garantir des prix, il y a toute une logique comme ça où on a besoin de l'État et on a besoin de planification, et on a besoin de planification au niveau des financements. On a un problème aujourd'hui, on est encore en train de se chercher. Alors, on a parlé de MaPrimeRénov', mais on pourrait parler des certificats d'économie d'énergie, différents outils. On n'est pas capable aujourd'hui de dire pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va garantir qu'on est capable de financer tel type de logement, de tel niveau, etc. Ce qui fait que des entreprises, on parle des artisans, mais on va pas réussir à faire avec des petits artisans. Il faut aussi des entreprises plus grandes, mais elles vont pas s'investir, former les gens, si on n'est pas capable de leur garantir que des choses vont être stables. Ça, je crois que c'est le rôle de l'État. Après, la clé, elle est territoriale. On a besoin de faire monter en compétence, effectivement, les collectivités locales. Certaines sont très très bonnes. La métropole de Lille, avec son programme Améléo, fait un job depuis très très longtemps. Je vais pas dire du bien du Grand Paris parce que c'est un peu trop en proximité aujourd'hui, mais non, il y a des gens. Il y a des gens qui avaient du retard. Il y a Marseille qui nous a rejoint il y a pas longtemps, qui nous ont dit il y a rien n'a été fait dans cette ville. Il va falloir qu'on accélère. Donc, et à chaque fois, après, c'est des champs de compétences, de financement, d'organisation, etc. Mais ça, faut faire de l'hyperlocal. Et y compris, moi, j'habite pas très loin de Marseille. La problématique d'isolation, etc., est pas la même qu'à Lille, Dunkerque ou au centre de Paris. Donc à Paris, il n'y a pas de propriétaires occupants de maison. Ou alors ils sont pas trop en précarité de vie en général. C'est pas trop un souci pour eux. Non, je parle pas d'intramuros. Bah, si vous avez la petite maison derrière les buts de Chaumont, etc., en général, vous n'avez pas trop de problème à vous chauffer. Ça peut être une passoire énergétique par ailleurs, mais bon. Donc il y a vraiment ces côtés-là. Maintenant, on a besoin de garanties en finance et en compétences dans le temps. Et c'est ça que l'État doit nous apporter, c'est de nous dire, oui, on croit en son billet solidaire, au monocombinateur rénov renforcé, etc. On va, pendant 7 ans, on s'engage à faire qu'on forme X milliers de personnes par an, on apporte les financements par rapport à ça, on apporte les certificats d'économie, ou quelle que soit la formule, mais on aura 50% des travaux, et on vous donne du temps pour le faire, et de la stabilité, quoi. Et c'est ça qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Encore une fois, parce que des choses ont été testées, des choses ont été ratées, et ça progresse globalement. C'est pas suffisant, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi outillé qu'aujourd'hui. Mais il nous faut de la stabilité, parce qu'autrement, qu'on soit d'un point de vue associatif ou entreprise ou même collectivité locale, on peut pas faire une politique publique, quoi. On n'est pas sur un problème correct comme ça. On est sur un problème qu'on va mettre 10 ans à gérer. Et on peut le gérer en 10 ans si on a une ligne politique et financière et technique hyper stable. Moi, il y avait juste un ajout sur le ciblage. En effet, je pense que l'État a un vrai rôle sur le ciblage des publics, à la fois pour nos économies en termes de gaz à effet de serre. On voit que sur les 750 000 rénovations l'année dernière, 86% de petits gestes qui n'ont pas vraiment d'impact sur les factures et sur nos émissions. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à cibler et à réduire les aides seulement pour les rénovations qui ont voilà, globales ou performantes, qui ont un gain énergétique. Et puis également pour les plus pauvres, il faut cibler plus les dispositifs pour aider davantage les plus pauvres, sinon on les embarquera pas et ça va continuer à se faire sans eux. Et c'est pareil pour les dispositifs d'aide aux factures. Aujourd'hui, il y a, comme je dis, 44 milliards en 1 an et demi pour le bouclier tarifaire. À côté, le chèque énergie, il est toujours en moyenne de 150 € par an. C'est rien. Quand on a une facture à 2 000, 3 000 €, 150 €, c'est rien. Et donc, il faut recibler et accepter, aller au-delà du dogme et dire, on va donner plus aux plus pauvres pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Et là, l'État a un vrai rôle. Et là, c'est un point sur lequel on est vraiment tous d'accord. C'est pas le ruissellement, on fait le plus facile d'abord.
Non, on part des plus précaires et des plus pauvres. C'est insupportable que des gens vivent dans ces conditions en France. Là, il y a quelques millions de personnes, mais c'est juste pas possible, quoi. Et c'est une urgence. Voilà. Une des questions, ça portait également sur les ciblages, mais du coup, c'est répondu. L'autre question, c'est est-ce qu'après les travaux, soit madame qui travaille dans la mairie, ou les gens qui accompagnent les gens, excusez-moi, ou les gens qui accompagnent les gens pour faire des travaux chez eux, est-ce qu'après il y a un suivi? Parce que j'ai eu déjà l'occasion de parler avec un ami qui travaille dans la rénovation énergétique qui me dit on donne des primes à des entreprises qui font des travaux, mais après ça, les propriétaires se trouvent dans une situation de ils ont fait des travaux, ils ont investi énormément et les travaux font pas. Il y a une réglementation qui a changé là depuis 2 ans, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, après tout travaux, il y a un accompagnement pendant 2 ans d'une personne qui est souvent une agence locale de l'énergie et du climat ou Solia, l'accompagnateur rénove en quelque sorte, qui pendant 2 ans va suivre le ménage. 2 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois les gens, ils ont changé leur chaudière parce qu'elle est tombée en panne, ils isolent après et ils ont une chaudière qui est surchauffe. Donc il faut arriver à ça. Et puis c'est surtout les éco-gestes. Parce que vous avez pu rénover votre maison et puis finalement 23 degrés en t-shirt et fenêtres ouvertes, c'est très agréable. Et dans ce cas-là, en termes de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, ça marchera pas. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle un acte qui s'appelle le 4 bis. Voilà. C'est ce suivi pendant 2 ans. Vous avez vu des images tout à l'heure avec des gens en grande précarité qui sont accompagnés par des tiers de confiance, donc des gens qui sont pas travailleurs sociaux et qui sont pas des gens du bâtiment. Moi, je peux vous assurer en fait que les Philippe, les Liliane, les Françoise que vous avez vus, d'abord pas parce qu'en fait ils ont été en difficulté, qu'ils sont plus crétins que les autres et qu'ils vont utiliser un effet rebond, c'est faux. Françoise en fait a témoigné il y a pas très longtemps et en fait elle est à 19 degrés chez elle. Et c'est pas parce qu'en fait elle est fliquée par des bénévoles ou des travailleurs sociaux parce que en fait elle serait habituée à du confort. C'est juste parce qu'en fait, d'abord, les gens font attention et cette relation en fait qui continue après les travaux avec des bénévoles fait que naturellement, il y a beaucoup de bon sens qui se cultive entre des gens en difficulté et des bénévoles qui les accompagnent. Donc, voilà, donc moi, je m'inscris un peu vraiment en faux sur la question de l'effet rebond parce que souvent on pense parce que les pauvres vont accéder à un minimum de confort qu'ils vont en abuser. C'est vraiment une connerie. Vraiment, excusez-moi l'expression, je m'énerve un peu, mais c'est vraiment un préjugé, me semble-t-il. Mais c'est mon avis et je le partage. Ouais, donc je suis obligé de la poser. Pour toute une grande partie du public en précarité énergétique, pour toute une partie du public en précarité énergétique, le reste à charge, aussi faible soit-il, est souvent insurmontable. Et qu'est-ce qui empêche philosophiquement à la puissance publique d'avoir une prise en charge à 100%? La confiance. En fait, la confiance, c'est-à-dire qu'un pauvre est malheureusement suspect. Donc, un pauvre est suspect, ou alors la puissance publique pense que si elle émet un droit, tout le monde va en abuser. Alors, il y aura forcément quelques crétins qui voudront en abuser, mais et d'où pour moi l'importance en fait de mettre de l'accompagnement et de reconstruire ce que Darty a inventé, le contrat de confiance, avec des gens qui sont sur le terrain et qui créent cette relation de confiance et qui vont administrer entre guillemets ce contrat de confiance avec des gens en fonction en fait des besoins des personnes. Donc voilà, fondamentalement pour moi c'est une question avant tout de confiance et la manière en fait d'attribuer des aides à des gens qui en ont plus ou moins besoin. Vous pouvez aider en fait un agriculteur qui a un petit livret A et pour lequel en fait peut-être il va un peu plus participer que Philippe ou Françoise que vous avez vu dans la vidéo, parce que en fait ils ont même pas de livret A, il y a même pas de famille en fait autour d'eux pour faire une aide familiale. Donc c'est la question de la distribution en dentelle avec un contrat de confiance. Et qui nous amène à la difficulté qu'il faut qu'on massifie la dentelle. C'est-à-dire qu'on soit capable de rentrer dans un climat de confiance suffisamment large, mais ça sur l'ensemble de la société pour être capable de se transformer, parce qu'il n'y a pas de règle absolue. C'est juste une construction du 1 plus 1 plus 1 plus 1, et massifier, ça veut dire que la question de confiance dont parle Franck, on est capable de l'avoir de façon massive. Et ça, c'est pas totalement gagné dans notre société.
Bah du coup, on peut isoler avec quoi? Des fibres végétales, des fibres animales ou encore des isolants minéraux. Par exemple, pour la laine de verre, la durée de vie est de 20 à 30 ans. Pour la laine de roche, 15 ans. Pour la ouate de cellulose, 40 ans. Pour le polyuréthane ou le polystyrène extrudé, de 50 à 75 ans. Tandis que pour la perlite exfoliée ou la vermiculite, la durée de vie est illimitée. Mais attention, si le produit est mal posé, ça ne marche pas. Il faut faire appel à un professionnel et c'est valable pour tous les isolants. Ouais, mais tu sais, on n'a pas forcément les moyens de faire autrement qu'avec des poils de doigts, tu sais. Non mais je vous ai pas déjà dit que c'était hors de question? Et puis il existe des tas d'aides financières prévues spécifiquement pour l'isolation du logement. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours assez d'argent pour m'acheter des croquettes, des friandises et de la pâtée. Et surtout, l'isolation écologique a 3 impacts. Un impact économique, car on réduit les déperditions. Un impact écologique, car comme il y a moins de déperditions, il y a également moins de consommation, ce qui permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et un impact lié au confort de vie. Moins de sensations de froid l'hiver et moins de sensations de chaud l'été. Ouais mais bon, imaginons, on a plein de poils de chat, alors plein, et on les compacte en moumoute ultra épaisse et dense de poils de chat. T'es sûr que ça peut pas marcher? On pourrait le croire, mais l'efficacité ne dépend pas forcément de l'épaisseur. Tout ça, ce n'est qu'une question d'emprisonnement de l'air. Le but est d'intégrer un système de ventilation et une membrane qui garantit l'étanchéité à l'air. Bah il me reste plus qu'à faire des pulls avec tes poils alors. Et des écharpes. Et des bonnets. Pour bien isoler ton logement sans avoir à raser les poils de ton chat, n'hésite pas à consulter les liens à télécharger en description de la vidéo. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, alors abonne-toi, parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide. Voilà, alors merci Hélène, merci Florence, merci Franck, merci Gilles pour ce moment. Et puis en fait, il va être prolongé et on continue. Hein. Je vais passer la parole à Lucas, donc qui va animer cette table ronde autour du financement de la rénovation énergétique profonde et performante.